Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de m'entretenir pour vous avec Omar Fertet aujourd'hui à propos du théâtre dans les pays arabes. Ce projet de cycle d'entretien avec des chercheuses et des chercheurs, avec des écrivains, des écrivaines et des artistes est présenté par la CICLIM, donc l'association des chercheurs sur les littératures francophones du Maghreb, et de Coup de Soleil, qui est une association franco-maghrébine qui œuvre pour le dialogue entre le Sud et la France en particulier. Je souhaiterais commencer d'abord par présenter Omar. Omar peut-être il n'a pas besoin d'être présenté parce que dans le domaine du théâtre arabe et du théâtre en général, il est connu sur le plan international. Pas seulement parce que c'est un excellent chercheur, mais d'abord parce que des chercheurs sur le théâtre, ma foi, il y en a peu. Je crois que après la poésie, le théâtre est le genre le moins travaillé, malheureusement, le moins enseigné, et souvent d'ailleurs enseigné en tant que texte, alors que, Oman nous le dira tout à l'heure, le théâtre n'est pas seulement un texte, c'est aussi, ce sont des textes en actes, c'est-à-dire qu'ils se jouent, ils sont adaptés, etc. Alors, je vais commencer par dire tout d'abord que Omar est le trésorier de la CICLIM, et donc c'est aussi pour cela qu'il ouvre ce cycle de discussion, d'entretien. Euh, il est également enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux 3, donc Université Montaigne, et ses recherches portent sur le théâtre arabe, mais en particulier sur les questions liées à l'adaptation et à la traduction. Donc, d'ailleurs, son intervention sera axée sur ces questions-là. Je voudrais dire tout d'abord qu'il est le directeur de la revue Horizon Théâtre. Donc, c'est une revue classe A de renommée internationale également. Elle est francophone, mais je crois que de temps en temps, il y a aussi des articles dans d'autres langues. Et cette revue, donc, naturellement, étudie les différentes dimensions du théâtre. Mais il est surtout l'auteur d'une somme monumentale, le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger, que je montre ici. C'est disons, une réécriture de sa thèse pour un grand public. Je crois même, et il nous le dira, qu'il y a eu 2 éditions de ce travail de recherche. Et je crois bien que c'est l'un des rares travaux qui porte sur la question du théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger, traduction, adaptation et nouvelle dramaturgie. Donc les questions que je lui poserai porteront très particulièrement là-dessus. Alors, comme je disais, c'est un gros ouvrage. Il fait plus de 670 pages, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est agrémenté d'un index nominum qui permet de circuler facilement dans l'ouvrage. Et il y a également des photographies de mise en scène. Ce ne sont pas des photographies qui sont là juste pour illustrer, mais elles sont là, au contraire, elles sont analysées, commentées, et la nouvelle recherche sur les dramaturgies utilise de plus en plus la photographie pour analyser les mises en scène. Voilà, donc à part ça, j'aimerais aussi vous montrer très rapidement cet autre ouvrage qu'il a co-dirigé avec d'autres chercheurs qui s'intitule Pour un théâtre monde, plurilinguisme, interculturalité et transmission. Voilà, donc très rapidement, les ouvrages qui seront, si vous voulez, qui serviront d'ancrage académique à notre discussion, mais en réalité, de gens qui seraient nés ailleurs que dans les mondes arabes. Et c'est pour cela que cet ouvrage de Omar
commence par une anecdote que tous les chercheurs sur le théâtre aiment bien reconduire. C'est la fameuse histoire d'Averroès qui aurait ignoré le grec, qui donc lisait Aristote et la poétique d'Aristote seulement en traduction, et pas d'ailleurs dans une traduction, ce qu'on appelle une traduction indirecte, c'est-à-dire une traduction de traduction, et qui aurait donc mal compris ce que serait le théâtre, la notion de théâtre, et en particulier la tragédie et la comédie. Cette anecdote est racontée bien sûr sous forme fictionnelle par Luis Borges dans une nouvelle qui s'intitule La quête d'Averroès. Mais ce qui est intéressant, et ce sera donc ma première question, c'est pour toi, Omar, c'est que tu ne fais pas que reconduire cette anecdote érudite, dont tu rappelles d'ailleurs le caractère fictionnel, mais tu l'as déconstruit. Donc, est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure cette étrangeté du théâtre est, comment dirais-je, est liée simplement à une importation d'un genre, ou bien est-ce qu'il y a d'autres dimensions liées à cette étrangeté? Permets-moi simplement de rappeler pour les personnes qui sont filmées qu'elles sont filmées, et donc si elles ne souhaitent pas l'être, il faut qu'elles activent la vidéo. qu'elles ferment leur caméra. Voilà. Merci Touria pour cette invitation. Je suis ravi d'ouvrir donc de ce cycle donc de rencontres organisé par le Cyclil donc et votre association. Coup de soleil. Oui, coup de soleil. Merci. Coup de soleil. Coup de soleil. J'ai commencé mon travail, voilà, ce livre par cette histoire d'Averroès. Tout simplement parce que, comme tu l'as bien dit, comme tu l'as bien dit, c'est que quand on parle du théâtre arabe de manière générale, on commence toujours, on revient aux origines, à la naissance du théâtre arabe, c'est toujours cette histoire, elle revient tout le temps. Donc, mais elle revient quand même pour dire, c'est ça, c'est pour dire aussi que voilà que le départ était faux. Enfin, il y a eu un faux départ et il y a un ratage quelque part, c'est-à-dire que le monde arabe a raté le théâtre. Et même, il y en a qui vont plus loin pour dire qu'il a raté même la philosophie grecque. Vous savez, toute l'histoire, donc la polémique qu'il y a autour de ça, comme quoi, c'est-à-dire c'est une anecdote, mais qui a une portée très, très importante, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire, il y en a qui ont profité pour dire que, en fait, les Arabes, en tant que transmetteurs de cette philosophie grecque, n'étaient que des passeurs, c'est-à-dire qu'ils n'étaient que des passeurs, ils ont même mal compris, des fois ils ont même déformé, des fois. C'est-à-dire, voilà, il y a cette idée-là, et bien sûr, quand on parle de cette culture grecque, ben, le théâtre arrive, bien sûr, le théâtre, c'est un monument très, très important. On peut revenir sur ça, parce qu'il y a des écrits très intéressants ces dernières années sur la place du théâtre dans cette culture grecque réappropriée par l'Occident, parce que le problème, c'est que la culture gréco-romaine, elle n'est pas qu'occidentale. On peut revenir sur ça. Mais en tout cas, voilà, c'était mon point de départ. Et j'ai mis un titre un peu provocateur. Moi, j'ai intitulé La fausse quête d'Averroès, en fait. Parce que je faisais allusion à la quête d'Averroès de Borges, que tu as cité. Et c'est assez étonnant, cette histoire. Elle est assez étonnante, cette histoire, et intéressante. D'abord parce que c'est une histoire, c'est une fiction, c'est un conte, hein, qui fait partie donc d'un recueil de contes, donc qui s'intitule L'Aleph, et que ce conte, avec le temps, il a acquis en fait la place, on va dire, ou le statut d'une source historique. Pratiquement tous les gens qui parlent, donc qui évoquent cette question, eh ben, ils citent Borges. À la rigueur, il pouvait citer Renan, par exemple, qui a parlé à Averroès et d'Averroïsme. Non, on cite Borges, qui, bon, on voit aussi la force de la fiction, peut-être aussi, hein, prix Nobel, la fiction, qui a donné aussi, voilà, c'est un texte qui est très lu, vraiment, qui est lu par beaucoup de monde, etc. Et donc, c'est ce qui a fait que, voilà, ce texte fictif est devenu une source historique, pratiquement une source historique. Ah oui, c'est très amusant, oui. Voilà, c'est vraiment très amusant. Et donc, en se penchant donc sur ce texte, à travers lequel aussi Borges, il explique un petit peu comment, voilà, que
Averroès, en fait, il s'est trouvé coincé face à deux mots, hein, deux mots qui sont la comédie, les termes, les comédies et la tragédie. Donc, il dit, il est resté au seuil de ces deux mots, il n'a pas réussi, donc voilà, tout le camp tourne autour de ça. Et il n'a pas réussi à les traduire, pas les traduire, Borges, donc il ne dit pas ça, il dit pas À les traduire, mais comprendre. correctement, voilà. Alors, la première chose, et ça, je tiens à signaler ça, c'est qu'il y a aussi une idée répandue qui est assez fausse, c'est qu'il y en a qui disent qu'Averroès a traduit la poétique. Vraiment, c'est une idée très répandue, ne serait-ce que ce qu'il faut. Il n'y a pas longtemps, voilà, il y a quelques semaines, j'ai eu une discussion avec un universitaire spécialiste du théâtre arabe, je ne citerai ni le nom ni d'où il est, où je l'ai repris sur ça, parce qu'il disait, en plus c'était pour des étudiants, il disait que Averroès a mal traduit la poétique d'Aristote. Averroès n'a jamais traduit la poétique d'Aristote. Averroès ne parlait ni grec ni syriaque, et donc il a travaillé sur des commentaires. Voilà. Il a commenté, oui. Il a commenté. C'est-à-dire une sorte de résumé, il a fait un commentaire moyen, si on a des précisions, de la poétique d'Averroès. Ça, c'est le premier point. Donc, ce point-là qui est bien sûr dit dans l'œuvre de Borges. Il le dit. Borges, d'ailleurs, tu l'as cité, il dit qu'il travaille sur la traduction d'une traduction. Tout à fait. Très bien. Maintenant, c'est ce qui est un petit peu amusant, ça, c'est pas moi, hein, rendons à César ce qui est à César. Je le vois donc, Abdel Fattah Kiléto, qui dans son livre, l'ouvrage qui s'intitule Les Arabes et l'art du récit, une étrange familiarité, donc d'Abdel Fattah Kiléto. Donc, le dernier texte qui s'intitule 24 heures de la vie d'Averroès, eh bien, Abdel Fattah Kiléto revient sur ce conte. Et effectivement, on connaît un petit peu le don de Abdel Fattah qui scrute et qui vraiment relève les détails. Hein. Comme on dit, le diable est dans le détail. Et il dit qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce texte et même il y a des incohérences dans ce texte. La preuve, il dit, Borges, il est dit dans ce texte que Averroès, et Borges le soulignait bien, qui n'a pas traduit le texte, donc il avait sous les yeux un texte en arabe. Hein, il a travaillé sur une traduction. On dit que c'est sûrement la traduction de Bachar ibn Metta, le premier syriaque qui a traduit la poétique d'Aristote, ou peut-être le commentaire d'Avicenne ou d'Al-Farabi. En tout cas, il avait un texte en arabe sous les yeux. Et dans le texte, dans le conte, il est dit que Averroès se trouve face à des mots tragédie, tragédia et comédia. Comment est-ce possible? Alors que Bachar ibn Metta, 2 siècles avant, il a déjà traduit, c'est lui qui a traduit les mots par satire et panégyrique. Madih wa hija. Donc, c'est pas Averroès. Donc, c'est un petit peu, c'est paradoxal, c'est incohérent. Donc, normalement, Averroès devait voir sous les yeux les mots, voilà, il avait satire, hija et comédie, madih en arabe. Donc, vous voyez, c'est une lecture, donc on a forcé un petit peu cette lecture, on a orienté un petit peu tout ça pour montrer un petit peu ce décalage ou ce ratage. Donc, moi, je rebondis sur ça et je l'utilise d'une autre manière. Alors, en suivant le même jeu un petit peu, donc je vais utiliser aussi, j'utilise un petit peu ce conte pour, en fait, pour ouvrir une autre piste que je vais exploiter par la suite dans tout mon ouvrage, en fait. C'est quoi l'autre? Moi, c'est quoi ma lecture? Moi, je dis qu'il y a une fausse quête, en fait, même Averroès, et ceux qui l'ont mis en scène, il y a une fausse. C'est quoi la fausse quête? C'est que Averroès, durant tout le conte, il essaie de trouver l'équivalent de ces mots comédie et tragédie dans les ouvrages, dans la bibliothèque. La bibliothèque est mise en scène. Hein. Il y a une grande bibliothèque, il est dans sa bibliothèque et il compulse les ouvrages, il dit Borges, et il ne trouve pas. Alors, moi, c'est là où le problème se pose pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas là où il fallait aller chercher le théâtre ou l'équivalent de ces mots. D'ailleurs, il y a un passage dans le conte qui est très intéressant où Borges dit qu'Averroès, à un moment, fatigué, il va aller vers, je crois, dans son balcon, sa fenêtre, il va regarder pour se reposer. Il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des enfants, 3 enfants qui sont en train de jouer en bas. Et ils sont en train de mimer le muezzin et les gens qui font la prière. Donc, c'était le spectacle, il était sous ses yeux, mais lui cherchait ailleurs, en fait, ce spectacle. Et moi, je dis oui, effectivement, ce n'est pas dans la littérature savante qu'il fallait chercher le théâtre, mais il fallait le chercher
juste à côté dans la culture populaire. Parce que le théâtre, ou moi je n'utiliserai pas le mot théâtre, je vais utiliser le mot spectacle, d'accord? Parce que les Fauja. arts du spectacle, voilà, Fauja. exactement, les arts du spectacle étaient dans la culture populaire. Et là, on touche un point essentiel qui est, bon, qui dure depuis très longtemps, c'est-à-dire on a toujours, et même les chercheurs, hein, les chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, tous ont essayé, de chercher le théâtre, ils vont faire un travail énorme, le théâtre, déjà, ils ont cherché le modèle aristotélicien, parce que les théâtres aussi, il y a des théâtres, hein. Ils ont cherché ce modèle-là précis et ils ont essayé de le trouver dans leur littérature savante ou écrite. Bien sûr, ils n'ont pas réussi. On a essayé de trouver, on a parlé de le maqamat, on a parlé des séances, on a parlé même du Coran, on a parlé de toute forme, on a parlé pour trouver de la théâtralité et pour ramener ça, pour dire que voilà, nous aussi, on a eu du théâtre. Et donc, et ça, je trouve que c'est une fausse route, c'est une fausse quête. Je le dis dès le départ, et je pose quelque chose, pour moi, c'est que le théâtre est une forme, parmi d'autres, de performance culturelle, hein, au même niveau que les arts du spectacle, c'est-à-dire que aujourd'hui, bon, d'ailleurs même les chercheurs européens le disent aujourd'hui, hein, soit les culture studies, les études culturelles, on a le théâtre, il y a son histoire, etc., européen, on a le katakali, on a le no, on a la halqa, on a toutes les formes propres à différentes aires culturelles et géographiques, et que si on veut les analyser, il faut qu'on trouve d'autres outils au lieu de cette grille aristotélicienne qui ne permet pas de lire tous les théâtres ou toutes les formes de spectacle. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un travail dont on va parler peut-être, que je cite beaucoup, qui est très intéressant, de Florence Dupont. Florence Dupont, qui est une antiquisante, qui a sorti un livre qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années, qui est Aristote ou le vampire du théâtre occidental. Et en fait, elle est partie de la comédie romaine. C'est une spécialiste de Rome et de la comédie romaine. Et c'est là où elle s'est rendue compte, elle est partie du simple constat, pourquoi la comédie romaine n'est pas jouée en Europe de manière générale. C'est vrai. Elle n'est pas vraiment, c'est rare des fois, et elle s'est rendue compte parce qu'elle ne correspondait pas à une lecture aristotélicienne, parce que les codes du théâtre romain ne sont pas les mêmes codes qu'on a érigés, que Aristote a érigés par la suite. Et de là, elle a proposé, elle commence à chercher, à proposer autre chose. Et je crois que c'est une piste qui me plaît beaucoup, hein, qui me plaît beaucoup, surtout bon, avec tout ce qui se passait, que ce retour à la théâtralité, etc. On s'est rendu compte après qu'en fait, qu'il y a d'autres choses. Hein. Et donc, donc, cette étrangeté, elle n'est pas si étrange que ça. C'est une étrangeté qui est créée quelque part pour rendre l'autre étranger, l'exclure quelque part de cette forme qu'on a érigée comme modèle. C'est ça, ce que pendant longtemps, ce n'est plus le cas maintenant, heureusement, mais on l'a érigé comme modèle et du coup, on a essayé de l'imposer et moi, je pose ça. Et à partir, quand on pose ce constat, on peut aborder les arts du spectacle dans le monde arabe, même le théâtre du monde arabe, avec nos propres outils et avec une autre vision. Est-ce que tu peux nous parler des nouvelles mises en scène ou des nouvelles scénographies dans les pays arabes? Tu parles de nouvelles perspectives, justement, ou de nouvelles dramaturgies? Moi, j'ai parlé de ce que j'appelle nouvelle dramaturgie. Et bon, normalement, je voulais que ce soit au pluriel, hein, mais bon, malheureusement, bon, le livre a été envoyé, etc. Je n'en ai pas pu, mais je parle de nouvelle dramaturgie au pluriel. Donc, d'abord, il faut peut-être commencer par le mot dramaturgie. Hein. C'est-à-dire que la dramaturgie, c'est un mot qui a un double sens. Il y a la dramaturgie dans le sens classique, plutôt français, qui veut dire dramaturge, l'équivalent d'un auteur de dramatique, qui écrit des pièces de théâtre. Écrit des pièces. Voilà. Et puis, on a la notion allemande, dramaturg, parce que les Allemands, ils font la différence. Et c'est une notion qui a été développée par Lessing au XVIIIe siècle. C'est une notion nouvelle qui veut dire le passage du texte à la scène. C'est tout ce passage-là, ce travail-là de passage, c'est-à-dire comment un texte est mis en scène en faisant référence ou appel à d'autres éléments, d'autres langages que le langage parlé ou le texte. C'est-à-dire, voilà. Et donc, c'est cette notion-là de dramaturgie qui va se développer aujourd'hui, quand on entend, mais elle va se développer d'une manière exponentielle. Et vraiment, nous, on a fait, pour dire, c'est une question que je connais bien, parce qu'il y a un numéro que j'ai dirigé avec mon collègue Khalid Amin, a porté sur les nouvelles dramaturgies. Donc, et on a eu une contribution magnifique de Patrice Pavis, donc, le fameux Patrice Pavis, donc,
auteur du dictionnaire. Et bon, vraiment, il a beaucoup travaillé sur ces questions. C'est ce qui nous explique que la nouvelle dramaturgie donc, a connu vraiment, parce que depuis le théâtre n'est plus que le texte, et surtout avec la révolution numérique, avec tous les éléments, la dramaturgie est devenue plusieurs dramaturgies. D'accord? À tel point qu'on est sorti de la notion classique du dramaturge qui était une sorte de conseiller. Il conseillait le metteur en scène. Hein. Il conseillait le metteur en scène d'un point de vue littéraire ou artistique en faisant appel aux sciences humaines de manière générale. C'était sa Brecht surtout qui a popularisé cette idée. Mais après, donc, on va avoir plusieurs sortes de dramaturgie. Et pour arriver à la fin, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, Patrice Palis l'appelle les néodramaturges. Les néodramaturges, pour eux, lui, ce sont des gens maintenant, et c'est l'exemple qu'on a dans le monde arabe, ce sont des gens qui réunissent les deux fonctions de dramaturge et de metteur en scène, et qui assurent tout le lien avec la SAP, parce qu'il y a la dramaturgie du spectateur, il y a la dramaturgie du comédien, ils réunissent tout ça. Et donc, ce sont les maîtres à bord. Et donc, c'est cette notion-là, je crois, qui est utilisée aujourd'hui dans le monde arabe. Et c'est-à-dire que dans le monde arabe aujourd'hui, on a de nouvelles sensibilités, on a une jeune génération. On n'est plus dans le théâtre littéraire. Hein. On est dans un théâtre où le texte n'est plus l'élément central. Hein. Le texte, des fois, n'est qu'un prétexte. Hein. Le texte n'est qu'un prétexte. Et donc, où ce sont des spectacles où on va recourir à plusieurs techniques. Alors, je signale aussi, donc je salue mon ami Audreka qui fait partie de cette génération. Donc, c'est-à-dire que, bienvenue. Voilà. Merci. Bienvenue Denise aussi. Donc, on est en face, donc je peux parler du monde arabe de manière générale, mais le Maroc que je connais le mieux, on est face à de nouvelles sensibilités très différentes, hein, très différentes. Il n'y a pas quelque chose d'homogène, il y a différentes influences, on va dire. Je peux donner des exemples, par exemple, où il y a des formes. Alors, des formes spectaculaires, par exemple, je vais citer, par exemple, mon ami Asmaouri, par exemple. Asmaouri, qui, voilà, une des metteuses en scène, donc, très remarquée dans le monde arabe, de manière générale, parce qu'elle a eu un prix du théâtre arabe. Par exemple, Asmaouri, dans ses travaux, elle met le corps au centre de son travail. Le corps est très présent. De telle manière que, par exemple, elle travaille avec Salim Almouni, qui est danseuse et chorégraphe à la base, et donc elle réussit à mettre en valeur le corps, et le corps utilisé en tant qu'élément dynamique, un petit peu dans cette esthétique. On a aussi, au Maroc, on remarque, par exemple, aussi, on a un recours à la musique, recours à la musique, à la danse, etc. Il y a comme Amin Nassour, par exemple, ou Mahmoud Chahdi, par exemple, il y a des gens qui font qui ont recours à la musique comme élément constitutif de leur spectacle. Il y a les nouvelles technologies. Donc, il y a énorme. Il y a Abdelmjid Hawass, que je peux citer aussi, qui a travaillé sur la dramaturgie du plateau aussi, c'est-à-dire à partir du plateau, donc en travaillant avec le projet part de la scène, avec les comédiens, avec l'équipe technique. Et c'est de là où il y a par exemple, on a Waiting for Othello, son dernier travail, c'est un petit peu, il rentre dans ce genre, c'est tout en travaillant sur Shakespeare. Ben, il a proposé une autre lecture et c'est un travail en évolution, work in progress, c'est-à-dire qu'il change au fur et à mesure. Donc, vous voyez, il y a toutes ces sensibilités-là. Et bien sûr, il faut dire que, voilà, au Maroc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est rare les fois où, par exemple, on a trouvé vraiment dans une affiche où il y a le dramaturge qui est différent du metteur en scène. J'ai l'impression que souvent les metteurs en scène sont des dramaturges en même temps. C'est pour ça qu'on parle de cette notion de néodramaturge, donc qui assure en même temps toute cette partie-là. Donc, voilà je veux dire par les nouvelles dramaturges. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a parfois un texte, mais plusieurs dramaturgies, c'est-à-dire autant de mise en scène? Est-ce qu'on peut transposer le mot dramaturgie à mise en scène, ou bien ce sont des choses différentes? Alors c'est ça toute la complexité de mots dramaturgie. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, le dramaturge, c'est ça. Il est en train de prendre aussi la place du metteur en scène quelque part. Hein. Donc, parce que le dramaturge, au début, alors je parle de dramaturge au début, c'est-à-dire l'époque bréchienne, post-bréchienne, jusqu'aux années 50. Le dramaturge, comme je disais, c'était le conseiller qui propose une lecture approfondie, donc
voilà, du texte. Et c'est au metteur en scène de faire son choix par rapport à ce qu'il propose. Mais petit à petit, la fonction dramatique est devenue une fonction de création. C'est-à-dire, le dramatique va commencer à être un créateur aussi, qui propose des choses. Et puis après, avec la spécialisation dans les dramaturgies, on va avoir des dramaturges qui sont… Alors, aussi, il y a une chose, c'est que la fonction de dramaturge diffère d'un pays à l'autre. Oui. Patrice Pavis le dit, dans les nouvelles dramaturgies, par exemple, en France et en Allemagne, c'est la fonction que je viens de dire, conseiller littéraire artistique. En Grande-Bretagne, c'est autre chose, c'est quelqu'un qui participe à la promotion du spectacle et au travail collectif. En Belgique et aux Pays-Bas, le dramaturge, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est performance, d'accord ? C'est-à-dire tout ce qui est corporel, tout ce qui est non textuel. Donc, il y a vraiment, et aujourd'hui, il y a même ce qu'on appelle la médiaturgie, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des médias et le rôle des médias dans un spectacle, par exemple. Il y a de la dramaturgie performative, qui porte sur la performance. Il y a la dramaturgie du spectateur aussi, c'est-à-dire comment le spectateur il reçoit, comment travailler tout ça. Donc, il y a une multiplicité que certains considèrent comme nuisible au théâtre et certains considèrent comme profitable au théâtre parce qu'elle traduit l'évolution du théâtre même. Aujourd'hui, le théâtre est multiple. Le théâtre, ce n'est pas qu'un seul langage, c'est plusieurs langages et peut-être il faut plusieurs spécialisations aussi pour aboutir ou pour accompagner un petit peu l'air du temps, quoi. Alors, dans les circulations… Alors, dans les circulations entre de certains textes et des adaptations possibles d'un texte théâtral entre le Nord et le Sud, il y a naturellement la traduction, n'est-ce pas ? Oui. Et la traduction d'un texte théâtral a des codes et des règles, des conditions très spécifiques, ne serait-ce que parce que c'est un texte qui va être oralisé, donc qui doit coller au plus près du spectateur, de la spectatrice. Donc, quand j'ai vu par exemple que En attendant Godot de Beckett a été traduit par Sid Naqdar, tu vois, le fait simplement de chercher dans la culture d'accueil quelque chose qui va parler au spectateur, donc de substituer. Il n'y a pas seulement un travail de traduction, il y a aussi un travail de subversion. Parce que considérer Sid Naqdar comme celui qui ne viendra jamais, donc le Godot qui ne viendra jamais, dans le théâtre absurde, c'est véritablement remettre en question, bien entendu, la doxa qui est, comme nous le savons au Maroc en particulier, disons, le fondement de la Constitution, etc. Alors, est-ce que toute traduction est forcément subversive ? Est-ce que tu as Qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord de la traduction du texte théâtral ? Tu peux donner des exemples simplement pour que ce soit parlant. Alors, je vais parler de la traduction, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la traduction. On peut juste parler d'un exemple qui te semble important. Parce que, en fait, il y en a même qui disent que la traduction, il y a la traduction et l'adaptation, d'accord ? Moi, je parlerai dans le monde, dans le cadre, dans le monde arabe, ce qui a été le plus prisé, on va dire, la pratique qui a été le plus prisée, c'est plutôt l'adaptation. La traduction n'a pas été beaucoup pratiquée. Hein. Donc, très rapidement, les auteurs arabes ont commencé, dès le 19e siècle, ont commencé à adapter. Pourquoi ? C'est simple, c'est normal. Et c'est en lien avec ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire qu'un texte théâtral, c'est un texte qui est censé donner à entendre et à voir. Ce n'est pas un texte juste pour être lu. Donc, il va se jouer dans un lieu donné, devant un public donné, dans une culture donnée. Donc, si on prend, je ne sais pas, le Molière du XVIIe siècle et on joue tel quel, même en le traduisant, ça ne va pas correspondre ni au goût du public, ni aux attentes du public. C'est pour ça que les traductions, dans le monde arabe, souvent on les trouve écrites. D'accord ? Donc, de suite, il y a à émerger ce qu'on appelle l'qtibas. Hein. Le mot qtibas, ça veut dire adaptation. Qui, bien sûr, cette pratique de l'adaptation, elle comprend la traduction, forcément. Hein. Voilà. Donc, le mot adaptation est très important. Et donc, le théâtre arabe, de manière générale, et étranger, donc, il a été adapté. Hein. Il a été adapté, donc, de différentes manières.
de différentes manières. On a commencé par, et moi je parle de ça dans mon livre, de l'adaptation, on va, comme dirait Gérard Genet, de l'adaptation zéro. Donc, voilà, la citation, c'est-à-dire la traduction, l'adaptation qui correspond, on va changer, qu'on peut appeler arabisation, c'est-à-dire on va juste arabiser. Et puis on est passé à ce qu'on appelle marocanisation, égyptianisation, etc. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On change juste les noms des personnages, les lieux, on garde l'intrigue principale, on change un peu les caractères, on enlève des petites choses, et voilà. Et puis après, on va arriver à vraiment ce qu'on appelle, d'ailleurs j'ai parlé des nouvelles dramaturgies, et l'une des choses qui est très présente dans la nouvelle dramaturgie, c'est l'adaptation. Hein? Prenons exemple, l'adaptation, elle est très pratiquée, l'adaptation de cette nouvelle. Elle revient avec force quand on voit, ne serait-ce que les derniers, par exemple, je parle du Maroc, je reste toujours dans le Maroc, les derniers spectacles qu'il y a eu, que ce soit Asma, par exemple, elle a travaillé sur l'adaptation de Sarah Kane, elle a travaillé sur, mais l'adaptation dans ses multiples formes aussi. Il ne faut pas oublier, l'adaptation, ce n'est pas qu'un texte, adapté d'un texte étranger. L'adaptation, comme disait Antoine Vitesse, c'est faire taire deux. Elle peut être à partir de textes non théâtraux, par exemple. Comme le texte d'Asma Ouri, qui a eu les prix Kharif est écrit à partir d'écrits de sa sœur qui est décédée, donc qui n'était pas destiné au théâtre. D'accord. On trouve par exemple Al-Hor, par exemple, Mohamed Al-Hor, dans ses derniers travaux, il a travaillé sur une adaptation solo, c'est une adaptation de Tahar Ben Jelloun, du roman Tahar Ben Jelloun. Je crois Prière de l'absent, hein, je crois. Et son dernier Sama Okhra, c'est Yerma aussi, de Lorca. Donc, Amin Nassour, dont on a cité tout à l'heure, il a adapté aussi dernièrement sa pièce, je crois, Shebka, si je me rappelle bien, c'est Hot Maroc. Hein, une adaptation Hot Maroc. Il y a beaucoup d'adaptations dans cette nouvelle dramaturgie qui est une sorte de réappropriation en fait d'un certain patrimoine aussi, parce que j'ai remarqué aussi qu'il travaille beaucoup sur les textes marocains. Les Marocains travaillent sur des textes marocains. Je parle d'Asma Ouri, aussi Ma ville m'a tué, c'est à partir des poèmes d'Abdullah Zareka, par exemple. Donc, voilà. Oui, donc une adaptation peut être aussi entre genres différents. On peut passer de la poésie au théâtre, exactement. d'un roman au théâtre. C'est ça la nouveauté. Ça, on peut le mettre sur le compte de la nouveauté, de la modernité aussi. Hein. Parce que longtemps, l'adaptation, si on prend les pionniers, par exemple, on a un pionnier. Alors, il faut le citer parce qu'on a parlé, je vais revenir sur Beckett. On a un pionnier parce que j'ai parlé Beckett, tu as parlé de Qaouti. En attendant Godot. Il y a Taïb Seddekhi aussi, il fait Ntidar Mabrouk aussi. Et voilà, par association d'idées, je pensais à Taïb Seddekhi. Taïb Seddekhi était l'un des premiers adaptateurs parce que Taïb Seddekhi, il a adapté à partir de différents textes. Hein, de Molière surtout. De Molière dans un premier temps. Ça, c'est le premier temps. C'était envers l'adaptation classique. Hein, mais après, quand il a attaqué le patrimoine marocain, le Mejdoub, c'est une adaptation des poèmes. Le Melhoun par Al-Harraz, c'est une adaptation de Al-Harraz. Et tous les textes connus de Taïb Seddekhi, ce sont des adaptations de différents textes. Hein. Donc, il était quand même pionnier dans ce travail sur l'adaptation autrement que sur le texte théâtral. Maintenant, le côté subversif de l'adaptation, bien sûr, il y a un côté subversif, et tu as bien fait de citer Qaouti, Mohamed Qaouti, dont je connais très bien l'œuvre, et Mohamed Qaouti, il explique que quand il a travaillé sur En attendant Godot, il vivait vraiment une situation très difficile. Hein. Il a raconté, je rapporte tout ça dans mon livre, il raconte que la situation que traversait le Maroc à l'époque, les années de plomb, il disait qu'il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas d'attente, il y avait plus la peur qu'autre chose. Et quand il a lu En attendant Godot, tout ça est ressorti, en fait. Et donc, ressorti, mais il l'a dit d'une manière indirecte, comme il n'était pas possible, sinon il allait en prison, il ne pouvait pas dire ses critiques frontalement. Donc, c'était une manière indirecte. Et d'ailleurs, ça, c'est beaucoup pratiqué dans le théâtre marocain de manière générale. Hein. Vous savez, on est les rois de l'allusion dans le théâtre. On a cet art, c'est comme ça. Et dans le monde arabe, de manière générale, Saadallah Wannous aussi en Syrie, plusieurs, donc, ils ont essayé face à des régimes qui sont, on va dire, autocratiques, même voilà, autoritaires. Et ben, on a trouvé d'autres manières détournées de dire les choses sans qu'on soit pris, voilà, sans qu'on risque qu'il y ait de risque. Et c'est dans cette optique-là que s'inscrit le travail de Qaouti. Mais là, on est arrivé, donc peut-être aussi, Qaouti, il évoque une autre notion qui est au-delà de l'adaptation, qu'il appelle lui la transplantation. C'est-à-dire que
oui, c'est-à-dire que, et c'est une sorte de dramaturgie, hein, une sorte de dramaturgie, c'est-à-dire qu'il prend. Il y a Oui, il y a un chat qui miaule. Et donc, il prend le texte qui devient un prétexte pour le transplanter, mais carrément dans un terroir marocain, hein, vraiment. C'est-à-dire que la pièce, bien sûr, elle a des liens avec la pièce originale, mais on est sur autre chose, une autre lecture, un autre monde, une autre façon de dire, un gestus. Tout est différent. Et ça, je trouve, c'est très intéressant. Et pour finir, en attendant Mabrouk de Taïb Siddiqui, alors, Taïb Siddiqui, cette pièce n'a pas été interdite. Hein, elle n'a pas été interdite. Donc, au contraire, elle a connu beaucoup de succès, mais je veux citer une anecdote qui lui est arrivée en Algérie, qu'il raconte, on trouve dans plusieurs de ses biographies. C'est qu'en Algérie, quand il a joué en attendant Godot, vous savez, Taïb Siddiqui, il avait des liens très étroits avec l'Algérie. Il allait beaucoup en Algérie, il était aimé des Algériens, il était son grand ami Kateb, Mustafa Kateb, etc. Donc, il allait souvent. Et donc, il est allé jouer en attendant Godot, Fin Tidar Mabro. Et en jouant, donc il raconte pendant la pièce, les spectateurs qui sont levés et commençaient à crier, en fait. Et commençaient à crier, commençaient à dire « Mais nous, on n'a pas attendu la révolution, on l'a faite. » Et en fait, eux, ils ont identifié Godot à la révolution. Ils ont cru que par Godot, il parlait de la révolution. Mais bon, dit comme ça, on dit c'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui était très important. Ce sont les costumes. C'est que les deux personnages de Taïb Siddiqui étaient habillés en costume militaire avec des képis. Donc, c'est pour ça que les Algériens, ils ont vu dedans vraiment voilà, quelque chose qu'on attend. On attend des militaires qui attendent voilà, la révolution qui n'arrive jamais. Voilà. Et donc, voilà comment ça peut être subversif. Et après, il y a bien sûr des traductions qui ont été interdites, des adaptations qui ont été interdites. On n'en parle pas beaucoup. Moi, une que j'ai rencontrée, peut-être notre ami Amine, il a entendu parler, c'est Delphine, qui est une adaptation des Rhinocéros qui a été faite par Ted. Ah oui, et qui a été interdite, vraiment. Je crois qu'elle n'a été jouée qu'une seule fois. Et puis, voilà. Et pour finir aussi, on peut citer l'anecdote quand même, parce que de la première adaptation, la première traduction au Maroc, vous savez que la première traduction, c'était une traduction de Tartuffe en 1927 à Fès par Mehdi Mnéi et Touimi. Donc, vraiment, les premières tentatives, c'était ces deux jeunes, donc de l'ancienne école, de l'ancien lycée Moulay Idriss, voilà. Et il a monté Tartuffe. Et c'est passé, ça n'a pas été censuré? Si, la pièce a été interdite. Oui. La pièce a été interdite. Pourquoi la pièce a été interdite? Parce que l'administration française y a vu une attaque contre un certain Ktsani qui était celui qui était le Qaddem, donc le président de la Zawiya, et qui était un collaborateur, qui collaborait avec l'administration française. Okay. Et donc, c'est pour ça que la pièce vraiment a été interdite, parce que, voilà, pour éviter... donc c'était une adaptation sous le protectorat déjà? Sous le protectorat, 1927. C'était en 1927. Voilà, 1927. Okay. Donc, à l'époque protectorat, il fallait des visas aussi. Il y avait une censure quand même qui était mise en place. Donc, comme quoi, voilà, même une adaptation, même les sont sur une pièce de Molière au Maroc. Oui, c'est assez amusant comme anecdote. Merci beaucoup. J'avais d'autres questions, mais je vais laisser plutôt le public. Peut-être qu'il y a des questions parmi vous. Si vous souhaitez poser la question, il suffit d'appuyer sur le micro pour le défaire. Moi, je vais me lancer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Amine. Bonsoir. Je suis désolé pour le retard, mais voilà, je suis entre deux réunions et un travail. Du coup, je suis vraiment désolé. Du coup, tout à l'heure, vous avez parlé de l'adaptation. Il y a un autre terme qui est un peu, qui commence à être connu dans le monde du théâtre, c'est l'istinbat. C'est l'adaptation. C'est ça, la transplantation. Ah oui, istinbat. Oui, c'est intéressant à connaître en arabe en tout cas. Voilà.
Oui. Et du coup, c'est encore même voilà, il y a maintenant le regard universitaire et scientifique sur la chose, mais il y a plein de gens qui font le théâtre. Je parle du Maroc parce que je connais et qui font de l'adaptation sans savoir. Oui. Et ça, c'est très très dangereux parce que par exemple, parlant de cette adaptation de la poésie ou de la poésie ou de roman. Voilà, on l'appelle pas. Il y a des gens qui l'appellent pas adaptation. Ils l'appellent genre de transformation voilà, Réécriture. voilà, Oui. réécriture. Mm. Et du coup, parce que par exemple, et en plus dernièrement, il y a beaucoup de metteurs en scène qui font ça. Par exemple, Bouslam Taïf, qui encore là dernièrement. Presque tout le monde. Presque. Oui. Ben, il y a rarement des textes pour le théâtre, à part peut-être Yousfi, Essam Yousfi Oui. avec, euh, avec Mahmoud Chadi pour Tawqi, par exemple. Voilà. Et du coup, la question de l'adaptation, pour moi, c'est un problème car il n'y a pas beaucoup du coup, on n'a pas beaucoup d'auteurs de théâtre. Oui. Et c'est ça qui crée ce problème. Du coup, on est en train de chercher chez l'autre euh, une structure dramatique ou une intrigue déjà faite et on essaie de l'adapter à notre société. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais comment on peut pivoter ou aller vers plutôt une écriture théâtrale marocaine ou arabe, puisqu'on parle en général. Et ça, c'est la grande question. Comment trouver. Il y a aussi une question de confiance, parce que j'ai l'impression que les metteurs en scène, ils n'ont pas confiance dans les textes. Des textes, par exemple, au Maroc, il y en a combien de. Là, comme ça, pour dire, il y a Yousfi. Je fais de risque seekers, on va dire. Leaf il y a Mohsin Zerwal qui Ouais, a écrit des ouais. pièces. Voilà, et du coup, il y en Il y a a un même pas. jeune aussi que j'aime beaucoup qui a écrit Casablanca. Oui, ouais. Yaspi aussi qui est Shaoni. Mais voilà, il y Il en n'y a en a pas pas, beaucoup. il y en Oui. a pas beaucoup. Et Non, c'est non, il n'y en ça, a pas le beaucoup. problème d'adaptation. Moi, je trouve que c'est plutôt un problème c'est une ouverture. Je pense que c'est une ouverture, mais en même temps, ça crée un problème par rapport à l'écriture théâtrale au Maroc. En parlant aussi de tout ce qui est d'adaptation, on a parlé de l'adaptation. À la base, c'est d'un texte à un autre. Mais cette adaptation que j'ai trouvé très intéressante aussi, c'est l'adaptation corporelle, l'adaptation au-delà du texte, sachant Oui. que, voilà, comme par exemple, on a parlé de Asma El Houri. Asma El Houri, il a fait aussi dernièrement l'adaptation auquel j'ai joué là, de Eda Gabler. Eh oui. Oui. C'était une Oui. adaptation totalement, c'est un spectacle qui durait normalement 4 heures, mais qu'il a adapté pour qu'il devienne plus court, qui faisait 1 heure Mais du coup, mais c'était vraiment du théâtre physique. Oui. Du coup, là, comment adapter un texte classique comme ça Oui. voilà, et à théâtre physique. Et ça, en parlant aussi de l'adaptation pour, par exemple, chez les Égyptiens, par exemple, eux, ils travaillent avec la traduction. Par exemple, quand ils travaillent le roi Lear, là, dernièrement, c'était le roi Lear, mais des fois, pour moi, ça devient un peu drôle parce que c'est traduit au dialecte égyptien. Et Edward, ils gardent les mêmes prénoms et du coup, ça donne un effet comique. Voilà, et c'est pour ça que la traduction, je pense, de traduire d'un univers à un autre et garder les mêmes, ça peut ne pas être crédible, je pense. Oui, cet effet de non-crédibilité pourrait peut-être être recherché. Par exemple, j'ai vu pour l'adaptation d'Antigone par Nabil Hello, apparemment, c'est devenu une comédie. Faire transformer une tragédie grecque en comédie, c'est pas mal. Ouais.
Je trouve ça très. Mais il y a aussi une réflexion à mener là-dessus. Ça veut dire que c'est comme si le tragique au sens grec n'était plus possible. C'est comme si nous vivions désormais dans une espèce de grosse mascarade avec une coupure avec toute transcendance. Il n'y a plus de tragique possible, il n'y a plus que de la comédie et de. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Surtout que Antigone est au programme des lycéens au Maroc depuis, je ne sais pas, depuis un siècle. Et, Le rouge et le noir. oui, et puis voilà. Et puis c'est intéressant pour les enseignants au lycée de savoir aussi qu'il y a une adaptation qui transforme complètement le genre de départ de cette pièce. Oui. Moi, je voulais juste revenir à ce que Amine a dit. C'est vrai qu'il y a. Est-ce que tu peux rapidement présenter Amine pour nos étudiants qui ne le connaissent peut-être pas en France? Amine, Boudrika, donc moi, je le connais donc d'abord lauréat de l'ISADAC, donc l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle. Il est scénographe, donc un metteur en scène, donc qui a quand même une présence assez marquée dans la scène théâtrale marocaine. Il est aussi, j'ai eu l'occasion de le voir, il est aussi un très bon comédien aussi, parce que voilà, il a joué avec Asmaouri dans Jahim, comme on appelle aussi avec la pièce en français aussi, avec Aïcha. C'était pas moi. Non, c'était pas toi. Non, c'était pas toi. Ouais. On s'est vu ensemble, mais c'était pas toi. Non, mais j'étais dans le casting, mais c'était voilà. C'était pour la reprise, quoi. Vous avez le projet de refaire la pièce ensemble. Voilà. Donc Amine, voilà. Okay. Donc, c'est juste pour situer les intervenants, c'est important. Assez dynamique de la scène théâtrale. Et j'ai oublié de dire aussi, Amine aussi, il est docteur aussi. Il a soutenu une thèse sur le théâtre ici en France. Donc, je crois l'année dernière, c'est ça? Ouais, 2018 là. 2018. Donc voilà, il est aussi, voilà, c'est ça qui est intéressant chez Amine aussi, c'est qu'il est à cheval sur la pratique et la recherche aussi. C'est un chercheur en même temps, donc il a vraiment une réflexion assez intéressante sur le théâtre, sur la pratique théâtrale de manière générale. Enchanté. Oui, donc continue, on t'a coupé, Omar. Non, mais juste parce qu'il a évoqué, c'est vrai, il a évoqué une question très importante qui est celle de la place des auteurs dans le sens classique du terme. Parce que j'ai commencé à parler en disant dramaturge, ça veut dire aussi auteur de théâtre. Oui. Et aujourd'hui, cette crise, elle est mondiale aujourd'hui. Si vous suivez ce qui s'est passé en France depuis quelques années, il y a toute une polémique qui a eu lieu suite à un article qui a été publié qui annonçait la mort de l'auteur. Et suite à cet article, il y a eu beaucoup de réactions et il y a eu même des assises pour parler de la place des nouveaux auteurs dramatiques. Parce que les nouveaux auteurs dramatiques, ils souffrent beaucoup du fait qu'ils ne trouvent pas leur place dans ce théâtre. Leurs pièces ne sont pas, c'est pas qu'au Maroc, leurs pièces ne sont pas jouées. Aujourd'hui en France, quand on prend les auteurs modernes, contemporains, dont les pièces sont jouées, ils sont très rares, vraiment, à part les plus connus, mais ils sont rares. Et ils expliquent ça parce que malgré tout, le théâtre classique, il fait toujours recette. Et là, je crois qu'on est dans des considérations plutôt matérielles. C'est-à-dire qu'on est dans l'offre et la demande et que jouer un Molière, il y aura toujours un public que de jouer quelque chose de contemporain avec des écritures contemporaines. C'est ça ce qu'il faut voir. Parce que les écritures contemporaines ou postmodernes, ce sont des écritures qui sont très difficiles à jouer aussi. C'est ce qu'on appelle des écritures comment on appelle ça, du fragment, voilà, des écritures du fragment, des écritures métathéâtrales, c'est de la réflexion sur le théâtre, et d'un côté aussi on a des gens à la suite de Vinaver, etc., qui ont des écritures poétiques où la langue en tant que moyen est l'objet de leur réflexion, ce qui fait que ça donne des choses vraiment. Si vous lisez les derniers numéros de Théâtre Public, par exemple, sur les nouvelles dramaturgies et les nouvelles tendances, vous allez vous rendre compte que c'est des écritures quand même qui demandent beaucoup de courage pour être jouées, pour être montées. Et même dans les théâtres subventionnés, publics. Moi, j'ai discuté, c'est difficile parce qu'il y a un public. Au Maroc,
il y a aussi le problème, je crois, hein, Amine, tu pourras me dire, aussi le Maroc, il y a aussi le problème matériel que les metteurs en scène, ils veulent tout faire. Des fois, ils ne veulent même pas payer les auteurs. Ils font pas appel à des auteurs juste pour ne pas donner, pour ne pas payer ces auteurs. Ils préfèrent faire une adaptation n'importe comment que faire appel à un vrai auteur et lui donner la chance et travailler avec lui. Donc ça aussi, je crois que c'est un problème. Oui, oui, c'est un vrai problème. Sinon, il y a des fois des auteurs qui offrent Voilà. leur texte. En général, c'est comme ça, en fait. Ouais. Des auteurs qui Le offrent statut d'auteur, ouais. il est fragile, quoi. Il est très, très fragile, ouais. Presque aussi fragile que les poètes. Non, mais c'est vrai. La poésie aussi, enfin, les gens n'achètent pas de poésie. C'est dramatique, mais bon, c'est comme ça. Il nous reste encore quelques minutes si quelqu'un souhaite poser une question à notre invité. Vous pouvez, il y a une petite main en bas. Amel? Oui, oui. Oui, je t'en prie, vas-y. D'accord, parfait. Amel est une chercheuse en littérature francophone, maghrébine, je crois, mais elle travaille aussi sur les écrits de femmes, voilà. Et puis, elle est en Algérie. Donc, elle est algérienne et elle est en Algérie. Amel qui s'intéresse beaucoup au théâtre. Amel, on se connaît très bien parce qu'elle a participé souvent. Oui, elle a été invitée, on l'a invitée à Bordeaux. Elle est venue quand même à Bordeaux. On était ensemble en Angleterre. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le théâtre, une réflexion assez intéressante sur le théâtre et surtout sur le théâtre moderne, hein, donc algérien. Je sais qu'elle a travaillé sur le théâtre, la seule pièce de théâtre de Mohamed Dib, par exemple, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui. Hein, c'est ça? L'Arjam, moi je sais qu'elle a travaillé l'Arjam, elle a publié dans notre revue, je crois, quelques articles sur Mohamed Arjam, etc. Donc, c'est une. Bienvenue, Amel, à toi la parole. Moi, du théâtre, en fait, je suis plus une passionnée qu'une vraie chercheure comme Omar, mais bon, je m'intéresse et voilà, donc je viens de découvrir effectivement parce que d'habitude, quand je discute avec des metteurs en scène ici en Algérie, on me pose toujours la question justement qu'il y a une crise de texte, un problème de texte, on n'a pas assez de texte, c'est pour ça qu'on se réfère aux adaptations. Et là, je découvre que les auteurs aussi souffrent, c'est que leurs textes ne sont pas adaptés, ne sont pas mis en scène. Et voilà, donc le problème se pose par rapport justement aux adaptations de grands auteurs qui font toujours recette et ils ne s'aventurent pas à mettre en scène des auteurs nouveaux qui écrivent. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu près ma question parce que je viens de le découvrir à l'instant. D'accord, donc c'est ça en fait. Oui. D'accord. Oui, merci. D'accord. J'ai une autre question par rapport justement aux adaptations, parce que d'habitude, justement, il y a un seul sens des adaptations. Généralement, on adapte toujours des textes occidentaux, donc ou français. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des adaptations plutôt dans l'autre sens? Est-ce qu'il n'y a pas des textes qui sont écrits en arabe et qui sont adaptés plutôt en Europe? Voilà une question. Non, jamais. Alors, là, non, mais là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Effectivement, là, c'est très intéressant parce qu'on va revenir à la question aussi de la traduction. C'est un autre problème, c'est que. Il nous reste 5 minutes. Voilà. Donc, il y a un grand déficit en termes de traduction, déjà de la littérature arabe de manière générale en France, tu viens en parler, et le théâtre plus particulièrement. Vraiment. C'est-à-dire que moi, ici, je travaille avec beaucoup de gens ici en France, par exemple, et dans d'autres pays, ils ne connaissent pas. Vous savez, le seul auteur qu'ils connaissent, vraiment, le plus connu dans le monde arabe, c'est Kateb Yassine. Kateb Yassine, ils le connaissent très bien, et Tawfiq al-Hakim, parce qu'il a été traduit en français. Mais sinon, ils ne connaissent pas vraiment. Ils ignorent, mais complètement, même vraiment, ils ignorent notre théâtre parce que il faut aussi peut-être que nous, on fasse l'effort, depuis chez nous aussi, d'arriver avec ce théâtre aussi, de communiquer ce théâtre. Maintenant, bon, ça commence un petit peu à bouger puisque, bon, avec la circulation, la mondialisation, les auteurs… Par exemple, moi, je trouve que c'est dommage parce que, par exemple, si on prend la Tunisie, Fadel Jaibi, ils le connaissent, il est connu en France. Et ils connaissent. Moi, j'étais témoin, j'ai vu, les gens connaissent. Au Maroc, il n'y a pas d'auteur, même notre grand Taïb Siddiqui, à peine. Vous voyez? Alors qu'il a, en plus, il a des pièces en français, mais est-ce qu'elles sont disponibles? Vraiment, il y a un gros problème. Et quand les Occidentaux s'inspirent du théâtre, c'est plutôt du théâtre oriental dans le sens asiatique,
indien. Je dirige une collection qui s'appelle Horizon Création. Et on essaye vraiment par cette collection de faire connaître le théâtre arabe. Donc, pour le moment, on a édité 2 pièces de Driss Sikes, 180 degrés match, et on a édité une traduction en français d'un dramaturge marocain qui est Zoubeir Ben Boucha, qui a écrit une pièce assez géniale sur le PANU sur Mohamed Choukri. Hein. Donc, Zoubeir Ben Boucha, quelqu'un qui a connu de près Mohamed Choukri, il a vécu vraiment, il a côtoyé, et il a écrit une pièce qu'il a appelée L'homme du PANU. Hein, l'homme du PANU, parce qu'il disait que Choukri, il a beaucoup souffert du fait qu'on l'a toujours étiqueté comme l'homme du PANU, en fait. Il a fait tous les essais qu'il a fait n'ont pas abouti. Et donc, voilà. Donc, je reviens juste pour dire, nous tous, peut-être c'est notre rôle en tant que chercheurs, qui travaillent sur le théâtre, de faire en sorte, c'est ce que moi j'essaie à ma petite échelle de faire, c'est de faire connaître un petit peu ce théâtre à travers la traduction, à travers la recherche, mais vraiment, il y a un gros effort à faire par rapport à la traduction des textes arabes pour les faire connaître pas qu'en Europe, mais au-delà même. J'aimerais bien que ce soit traduit en anglais, etc. En tout cas, tu le fais très bien. On essaye. Ça, la Jmila traduite en... Oui, en français. Et en anglais. En anglais, en français. À Toulouse aussi, elle est sortie. D'accord. Avec Benjello, notre ami de Toulouse. Oui, on a échangé. Ça s'appelle comment? Comment? La Jmila. La Jmila. De qui? De Zoubeir Ben Boucha. D'accord, ok. Oui. Très bien. Il a une autre Malheureusement, on va arrêter, Omar. Il est presque 20h. Je vous remercie toutes et tous de votre présence et de vos questions. Et à une très prochaine fois. Je pense que lorsque d'autres personnes auront vu cet entretien, il y aura certainement des questions et une volonté de continuer cette discussion. Il y a surtout beaucoup de choses à dire en rapport avec la traduction. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de choses à dire encore. Donc, merci à tous et à toutes et à très bientôt.